Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR et surtout la plus grosse information de la nuit, c'est qu'il est revenu, enfin celui à qui Tony Stark et Ghostface Killer envient le nom. Shai Mamou, le vrai Iron Man, est de retour après ses premières vacances depuis 86, comme on en parlait avec Antoine. Comment ça va, Shai? Ça va super, encore un petit peu décalé, petit décalage horaire est encore là, mais voilà, content de revenir. Juste dépité de devoir regarder des matchs en pleine nuit et plus sur un horaire favorable, on va dire. Ah, voilà, ça c'est le luxe d'avoir pu regarder les matchs en live. Euh, Aux États-Unis, tu m'as dit même que t'as pu aller voir, t'as pu aller voir un match qui était plutôt sympa du côté de New York. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, je suis évidemment pas allé voir un match des Knicks parce que je suis pas milliardaire et que j'avais pas envie de payer 400 euros pour être placé tout en haut du Madison Square Garden. Donc, on allait voir un match des Nets. Je pensais que ce serait un match un peu bidon parce que les Nets sont pas censés être une bonne équipe cette année. Et non, j'ai vu un Brooklyn-Denver super intéressant, super spectaculaire qui a fini en prolongation avec une victoire des Nuggets. Et c'était super cool d'ailleurs. On en reparlera peut-être, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de la part des Nets. Même sur les autres matchs que j'ai vus de leur part pendant mon séjour là-bas, c'est une équipe dont je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cool à regarder. Eh ben écoute, finalement, je te propose qu'on chamboule un petit peu l'ordre qu'on avait prévu et qu'on commence par parler de Brooklyn, puisque tu en parles. Mhm. Ouais. Les Nets, vous avez peut-être vu le match, il était en prime time chez nous hier, donc qui se sont inclinés 106-92 face aux Detroit Pistons, qui prennent, voilà, qui sont maintenant à 2-5, donc ça leur fait enfin une deuxième victoire dans leur escarcelle. Et comme tu disais, on peut peut-être commencer en parlant de Brooklyn. Mhm. Alors du match d'hier, c'était Cam Johnson qui termine meilleur marqueur avec 26 points. Il a surtout taffé en première mi-temps pour être honnête. Ouais. Deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. Match difficile au niveau de l'adresse pour Cam Thomas, qui est une des révélations, enfin non, une des confirmations de ce début de saison. Et match extrêmement discret de la part de Dennis Schroeder, 7 points à 3 sur 7 au tir. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des Nets? Alors, quand tu les as vus en live ou de ce que tu as pu voir du match d'hier, même s'ils ont perdu? Ouais, sur le match d'hier, c'était pas la meilleure pub pour leur début de saison, je trouve. Au contraire des matchs précédents que j'ai pu voir, notamment celui en live là, dont je te parlais, c'est une équipe qui joue à fond en fait. Les mecs sont, tu as l'impression qu'il y a un vrai guide derrière. Jordi Fernandez fait vraiment du très bon travail. Les joueurs sont concernés. Dennis Schroeder était très impressionnant sur le match. L'espèce de duel qu'il a livré avec Jokic était cool. Cam Thomas à regarder, c'est un bonheur en direct parce que bon, c'est de l'ISO et des trucs, c'est de l'attaque à tout va, mais on s'était fait la réflexion avec Antoine lors du Paris Game l'année dernière où c'était la principale attraction en fait. Il, il shootait à tout va et ça rentrait. Il rentre des tirs extrêmement difficiles. Il en a encore rentré des très compliqués sur le match face à Denver. Hier, il a été un peu en échec, notamment dans le quatrième carton, alors que c'est le scoreur le plus prolifique dans le quatrième carton depuis le début de la saison. Mais alors le match d'hier, c'était un match maladroit. J'ai senti les Nets un peu plus poussifs, mais globalement, j'aime vraiment bien leur début de saison et les joueurs comme ça qui sortent. Pas aléatoirement parce qu'ils ont été mis en situation, mais tu sais, du Zaire Williams que j'ai trouvé très bon sur le match que j'ai vu en live. Plein de mecs comme ça, que les Claxton, Clowney, je trouve qu'il se passe quelque chose et peut-être que ça convient mieux à Brooklyn, à cette ville, à ce quartier et à cette franchise d'avoir une équipe un peu, je cherche les mots pour pas être offensant, mais pas où il n'y a pas besoin d'avoir une superstar pour l'instant et où il faut construire quelque chose en partant d'un collectif fort, jeune, et quitte après à ce qu'il y ait des stars qui viennent, hein, mais il faudrait pas reproduire l'erreur qui a été faite, je pense, avec KD et Kyrie. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance non plus, mais je trouve qu'en termes d'identité, moi, je serais beaucoup plus attaché à une équipe des Nets qui joue comme ça, ouais, sur un collectif et sans superstar pour l'instant. Je la trouve très, très sympathique et agréable à regarder pour l'instant. Ouais, ben je partage ton avis. On s'envoyait des textos un peu pendant le match hier entre Brooklyn et Détroit. Nous, on était tous assez unanimes, je pense, au sein de la rédaction au moment de la nomination de Jordi Fernandez comme coach de cette équipe de Brooklyn. Et franchement, le jeu est super intéressant. Même, voilà, je te le dis, hier, c'est Détroit qui gagne. Au bout du compte, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était Brooklyn qui proposait le basket le plus intéressant. Le ballon bouge beaucoup, les joueurs bougent beaucoup. C'est beaucoup sur du jeu ouvert, en fait, où il y a des principes de jeu, mais derrière, chacun peut s'exprimer. Il y a vraiment des spécificités à cette équipe qui sont étonnantes. Tu vois, l'utilisation, je pense, Ben Simmons qui joue vraiment comme un point center. C'est assez marrant de voir jouer, hein. Des fois, c'est lui qui monte la balle, qui organise le jeu, et puis derrière, il porte des écrans. Il joue clairement comme un pivot le reste de la possession. Tu vois, par exemple, hier, pardon.
Ben Simmons qui fait 4 points, 4 points, 6 rebonds, 6 passes. C'est c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on a petit à petit, il retrouve un petit peu ses qualités athlétiques. Il y a une ou deux fois où il accélère et tu Ouais. te rappelles la vitesse qu'a ce joueur. Euh, pardon, il est vraiment bourré de talent. La seule chose enfin, voilà, je pense que son rendement offensif peut pas être aussi faible, mais il y Mm. a, tu vois qu'il soit, et je parle pas de tir à 3 points, il a pas besoin d'avoir un tir à 3 points pour être un fort joueur NBA, il a besoin de pas avoir peur d'aller au lancer franc, en fait, tout simplement, et Ouais. de pouvoir se servir de son corps. Mais c'est intéressant. Nick Claxton qui passe complètement à côté de son match Ouais. hier, il fait 8 points, mais 4 sur 12 au lancer franc. C'est vraiment un joueur hyper intéressant. Là, je trouve ça même dommage que ils doivent jouer, ceux qui doivent se partager les minutes avec Ben Simmons parce que tu peux pas faire jouer les deux non-shooters ensemble. Ouais. Mais tu vois, il y a de quoi, il y a du talent dans cette équipe. Le ballon bouge, les joueurs sont, voilà, Cam Thomas, Dennis Schroeder avant le match d'hier, c'était tout simplement le backcourt qui mettait le plus de points de toute la ligue. Jamais t'aurais parié sur ça en Non, début de saison. ouais. C'est fou. Donc voilà, on sait que de toute façon l'objectif c'est pas de gagner pour Brooklyn, que comme le disait Antoine, Denis Schroeder il est en train de distribuer sa carte de visite à toutes les équipes contre lesquelles il joue sur ce début de saison et qu'il va y avoir des trades parce que l'objectif c'est quand même de pouvoir récupérer plus, plus de talent, plus d'assets pour la suite, mais c'est vraiment intéressant dans le jeu. Euh, on peut parler quand même de Détroit, qui a été Ouais. chercher sa deuxième victoire hier, effectivement. Alors là, un 5 majeur, vraiment, la marque a été extrêmement répartie. Je vous Mm. donne un petit peu les stats. C'est Kate Cunningham qui termine meilleur marqueur pour Détroit avec 19 points. Jalen Duren qui fait un énorme double-double, 13 points, 17 rebonds. Tobias Harris qui s'est montré un petit peu hier, 18 points, 5 rebonds, 6 passes. Il a été très très bon en fin de match notamment et dans le troisième quart-temps. Il y a des moments où voilà, on a joué vraiment pour lui. Ça a payé ses fruits du côté des Pistons. Jaden Ivey qui est passé à côté de son match en termes d'adresse hier, 15 points, 5 rebonds, 5 passes, mais seulement 1 sur 7 à 3 points alors qu'il a énormément progressé cette saison dans ce registre. 18 points de Malik Beasley en sortie de banc. Belle victoire du côté des Pistons, il fallait en prendre une. Mm. Et pourtant, alors je ne vais pas casser le moral des fans de Détroit, mais j'ai trouvé que dans le jeu, pour le coup, si tu comparais ce que proposait Brooklyn et ce que proposait Détroit, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup plus pauvre en fait. Je sais pas ce Ouais. que tu penses de ce début de saison, toi, du côté des C'est Pistons. c'est assez clair. Bon, j'étais pas forcément du même avis qu'Antoine et toi pour Bickerstaff, auquel je trouve quand même des qualités pour développer les joueurs individuellement. Sur la qualité de jeu, par contre, c'est sûr que sur ce qu'on voit de Détroit depuis le début de la saison et sur ce que montrent les Nets, on voit autre chose. Il y a vraiment, tu l'as dit, ça joue bien au basket du côté des Nets, beaucoup de positions ouvertes après des redoublements de passes. Les Pistons, c'est un peu plus sommaire, on va dire. Mais par contre, malgré le bilan qui est pas très bon et le style de jeu qui est pas hyper emballant, je pense quand même que les joueurs vont progresser et qu'ils vont retrouver un peu de confiance après ce qu'ils ont vécu l'année dernière, plus les arrivées qu'il y a eu avec des joueurs un peu expérimentés. Je ne sais pas où ça va les mener, mais je pense quand même que les fans auront un peu moins envie de s'ouvrir les veines que la saison dernière. Euh, je suis d'accord avec toi. Je suis plus emballé par ce que montre Brooklyn, surtout pour le long terme, hein. Pour revenir sur eux, par exemple, j'ai pas mentionné Cam Johnson que je trouve très très bon aussi depuis le début de la saison, alors que je commençais à me demander si c'était pas un peu une escroquerie après son départ de Phoenix. Mais sur le match que j'ai vu là-bas, j'ai trouvé excellent. Et il a encore fait un très bon match, ou en tout cas très bonne première mi-temps contre Détroit. Bon, pour Détroit, voilà, je mise plus sur Bickerstaff, je crois plus en Bickerstaff pour le développement individuel, sur des mecs comme Duren, Cunningham, Ivy, que sur le beau basket qui sera pratiqué chez eux cette année, on va dire. Bon, bah écoute, on verra tout ça. Moi, ce que je trouve un petit peu dur du côté de Détroit, c'est que j'ai pas l'impression que le jeu aide les joueurs d'une certaine manière. Et que, en gros, c'est au talent. Ce que Cunningham produit, par exemple, c'est vraiment. C'est le fruit de son talent, mais je trouve pas que, voilà, que les formes de jeu et ce qui est proposé l'aide à tirer le maximum de ce qu'il peut proposer. Un peu la même chose pour les autres joueurs. Belle victoire en tout cas sur le principe pour Ouais. Détroit, parce moi je commençais vraiment à m'inquiéter. Je me disais cette année ils peuvent pas refaire aussi catastrophique que l'an dernier, c'était très mal Ouais. parti. Et finalement ils ont une victoire de plus que les Bucks par exemple, donc bravo à Détroit. Allez, on peut enchaîner. Il y avait un Français qui a joué hier, qui était titulaire, c'est Zachary Rizaché. Belle victoire aussi pour Atlanta, qui est
Moi, on en parlait avec Antoine la semaine dernière, une des équipes vraiment que je trouve très agréable à voir jouer, Oui. qui a enchaîné pas mal de défaites parce que l'effectif décimé par les blessures. Ils ont réussi à trouver la seule équipe peut-être de toute la ligue qui a autant de blessés qu'eux, c'était les Pelicans, et ça a payé. Victoire 126-111 pour Atlanta. Ouais, Atlanta restait sur 4 défaites de suite. Donc ça, là, ils ont repris un peu goût à la victoire en allant gagner là-bas. Ça a été quand même facilité par ce que tu disais, c'est-à-dire que les Pelicans, ils sont totalement. C'est assez terrible. Ça date pas de cette année, malheureusement. Les enchaînements de blessures sont assez terribles. Il va falloir quand même enquêter là-dessus un moment parce que là, en plus de ceux qui étaient déjà absents, c'est-à-dire enfin, de longue date, DeJounte Murray, McCollum, Trey Murphy, là, tu as Zion qui est George un peu Jones. touché aux ischio. C'est un peu, c'est très compliqué. Du coup, Ingram était tout seul. Alors, il met 32 points, mais ça a été trop léger pour battre les Hawks qui étaient. Je suis d'accord avec toi, qui jouent bien au basket, qui sont agréables à regarder. Défensivement, ça a été un peu compliqué sur certains matchs, mais là, je les ai trouvés bien. J'ai trouvé que les deux anciens des Pelicans se sont fait plaisir contre leurs anciens coéquipiers, notamment Dyson Daniels, qui lui fait un très bon début de saison aussi, qui met 16 points, et je ne sais pas si tu as vu, mais qui a désigné un peu le banc pour les chambrer plusieurs fois. On sent qu'il y a un petit passif, qu'il a une petite vengeance à exercer. Et Trae Young fait un plutôt bon match avec 23 points. Jalen Johnson, que j'adore vraiment, 29 points. Et Zachary Rizaché, dont on peut parler, il avait fait un vraiment très très bon début de match offensivement. Je me suis dit, après on va dire qu'il est. Alors, irrégulier, c'est peut-être un euphémisme parce qu'il shootait à 31%, c'est vraiment pas bon depuis le début, mais par contre, ses positions étaient toujours très bonnes. Et là, il a attaqué fort, il a mis 9 points rapidement. Et après, son adresse a chuté, mais par contre, il a toujours été, je trouve, impliqué et engagé dans le jeu avec une bonne défense aussi, ce qui sera quand même attendu de lui vu son poste et son gabarit. Donc, sur le papier, les gens vont dire qu'il a peut-être pas fait un très bon match, 11 points à 4 sur 13 en 30 minutes, mais par contre, je l'ai trouvé assez en vue et assez à l'aise dans ce match, personnellement. Ouais, carrément, mais tu fais bien de le mentionner, il a joué 30 minutes quand même, il a pu prendre 13 tirs. Voilà, je pense que ce qui est essentiel pour lui, c'est de pouvoir profiter au maximum des blessures pour prendre des habitudes, prendre ses tirs, prendre un petit peu la température de ce championnat qu'il est en train de découvrir. Euh, Ouais, du côté des Pelicans, c'est assez dramatique parce qu'en fait, Zion sortait d'un gros match avec une belle victoire. Tu dis, bon, bah voilà, parce que sur le début de saison, je le trouvais un petit peu inquiétant, Zion, et derrière, c'est à nouveau blessure. Je sais pas, cette équipe des Pelicans, moi j'ai un peu le sentiment que c'est déjà mort en fait pour cette saison pour eux, hein. Je veux pas leur porter l'œil, mais quand ça commence comme ça avec autant de blessures, avec du jeu quand même qui est assez moribond, je pense qu'il va y avoir des ajustements. Je sais pas si c'est le coach ou des joueurs qui vont sauter, mais je pense que c'est de bon augure pour personne. Et Atlanta, oui, Atlanta, voilà, qui a quand même claqué, qui a mis 126 points à cette équipe des Pelicans, alors qu'il leur manque un paquet de starters. Je pense qu'il y a des belles choses à venir pour Atlanta. J'aimerais bien, à titre personnel, effectivement, le côté peut-être un peu. On aime bien nos jeunes Français que Zachary puisse trouver un petit peu d'adresse de manière à ce qu'une fois que les titulaires reviennent, ils puissent quand même rester vraiment dans la rotation, même si je m'en fais pas, hein. C'est un premier choix de draft. Cette équipe d'Atlanta mise vraiment sur lui. Il aura du temps de jeu, mais ça serait bien, je pense, qu'il puisse trouver un petit peu d'adresse. Moi, je pense que ça va venir. J'ai écrit un petit article dessus samedi matin. Il y a des joueurs qui forcent un peu et du coup, ils sont maladroits, que ce soit des rookies ou pas des rookies d'ailleurs, hein. Mais ce qui me rassure avec lui, c'est que je trouve que ses choix sont bons, ses choix de jeu sont bons, que ce soit les moments où il libère le ballon ou les moments où il prend la décision de tirer. C'est des bonnes positions, c'est des tirs bien exécutés. Après, c'est une question de confiance, tu vois. Là, sur son début de match, je l'ai trouvé en confiance. Il rentrait des tirs euh, propres et à nouveau bien choisis, je trouve. C'est qu'une question de répétition, d'adaptation au rythme. Tu l'as dit, le rythme de la ligue, tous les joueurs le mentionnent. Quand ils sont rookies, au bout d'un moment, il y a vraiment un moment précis où ils sentent que le jeu se ralentit. Ils utilisent tous la même expression. Le jeu se ralentit pour eux et ils n'ont plus l'impression d'être un peu dépassés ou de tout faire de manière précipitée. Et Zachary Rizaché, ça va lui arriver. Je vois pas de. C'est pas pour être chauvin, hein, on lit à droite à gauche, ça va être un bust, c'est déjà un bust, c'est le pire numéro 1 de draft depuis un tel. Enfin, mais je pense vraiment qu'il va prendre confiance et que les tirs vont rentrer. Même si c'est pas sur la première saison, à partir du moment où les Hawks ou ses coéquipiers, et c'est le cas, chaque fois qu'ils parlent de lui, que ce soit Trae Young ou les autres, ils aiment beaucoup ce qu'il apporte sur le terrain. Je me fais pas j'ai pas vraiment d'inquiétude à son sujet. J'attends juste comme toi que ça vienne. Et le plus tôt possible sera le mieux, évidemment. Ouais. Allez, on va terminer avec le troisième et dernier match de la soirée d'hier. Défaite du Orlando Magic 85-108 face aux Mavericks qui n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. On sait que
le Magic est privé et sans qu'on sache vraiment quand il pourra revenir de Paolo Banchero qui faisait un début de saison sensationnel. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match, Shai? Ah, Orlando, c'est vraiment triste sur Banchero, hein. Je pense qu'on a peut-être sous-estimé l'importance qu'il avait déjà dans cette équipe. On savait que c'était maintenant le franchise player, la star identifiée, le All-Star, le seul All-Star du groupe. Je pense que je m'attendais et j'espère encore quelque part que les autres joueurs arrivent à se responsabiliser offensivement, à faire un peu plus, que ce soit Franz Wagner ou les autres. Sans Banchero, c'est quand même un peu pauvre. Bon, là, il jouait contre les finalistes sortants. Dallas, c'est très dur de jouer à Dallas, qui plus est sans Banchero. Mais pour l'instant, ça clique pas trop sans lui. Il y a individuellement quelques déceptions. Pour ma part, forcément, Kentavious Caldwell-Pope, pour l'instant, c'est pas ça. À la finition, en tout cas, il est pas. Il y a la défense, mais il n'y a pas le 3 pour le 3&D. Et c'est pas folichon pour l'instant. Banchero va manquer au moins un mois et à mon avis peut-être un peu plus. Ils vont pas prendre de risques avec lui. Et du coup, Dallas s'est promené tout simplement, hein. Doncic claque 32 points avec 9 rebonds et 7 passes. Gafford fait un bon match aussi à l'intérieur, 18 points. Parce qu'en plus, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais si Gafford fait un bon match à l'intérieur, c'est aussi parce que Wendell Carter Jr., qui avait déjà des problèmes de blessure la saison dernière, est touché au pied et a joué que les 9 premières minutes. Et puis il est parti à l'infirmerie. Donc ça n'arrange pas les affaires du Magic. Et Dallas a absolument eu aucun souci à battre Orlando, à les limiter sur un score faible, 85 points, alors qu'Orlando tourne à 111 points de moyenne. Rien de très positif pour mon Magic pour l'instant, là, dans ce début de saison. Après les éclats magnifiques de Banchero, je suis un petit peu inquiet pour la suite, je te le cache pas. Ouais, après, on sait que Orlando, c'est compliqué en attaque. Alors, donc, sans Banchero, c'est encore plus dur. Face à une défense comme peut l'être celle de Dallas, parfois, c'est encore plus dur. Là, je pense que c'était tout simplement insurmontable pour Orlando hier. J'ai une petite question quiz. Ouais. Pour toi, Chat, j'ai essayé de te piéger. Est-ce que tu saurais deviner le pourcentage de réussite au tir en carrière de Daniel Gafford? Oh, bah, ça doit être énorme parce qu'il avait les stats l'année dernière, il avait les stats, il a battu un des records, enfin il était sur les bases d'un record de Chamberlain, je crois. On va dire, attends, ça fait combien de temps qu'il a? 5, 75? ouais. Ah, bon, écoute, t'étais un petit peu au-dessus, 70% de réussite au Ah tir en ouais, carrière. j'étais trop, ouais. Ouais, mais c'est quand même beau, hein. Je suis tombé sur cette stat un petit peu par hasard ce week-end. J'ai C'est halluciné. énorme. Je savais qu'il avait un très haut pourcentage de réussite, mais quand même, c'est assez dingue. Et effectivement, Gafford, avec 18 points, 8 rebonds, et Derek Lively, 11 points, 11 rebonds à 5 sur 7 au tir. On fait un chantier énorme, Ouais. sans surprise. Du côté de Dallas, on peut quand même noter, malgré la belle ligne de stade de Luka Doncic, qu'il a toujours pas trouvé son adresse à 3 points, 5 sur 13 hier. Mais bon, c'était pas non plus, il n'y avait pas besoin non plus qu'il sorte Mm. particulièrement le grand jeu. On va refermer là la page sur les matchs de la nuit. Chat, il y a un autre sujet qui a animé pas mal le week-end. C'est du côté Ouais. des Sixers. Malheureusement pour les fans de Philadelphie, c'est pas pour parler du jeu et des victoires de Philadelphie, mais c'est parce qu'il y a eu une embrouille entre Joel Embiid, qui jouait pas, et un journaliste après le match. Il y a une altercation même dans le vestiaire. Ouais, entre Joel Embiid et le journaliste Marcus Hayes du Philadelphia Inquirer. Alors, Joel Embiid était un peu déjà attendu ces derniers jours. On avait vu sa sortie sur les critiques faites à son encontre, sur le fait qu'il jouait pas. Il avait dit, avec tout ce que j'ai fait pour cette putain de ville, je mérite pas ça. Bon, voilà, c'était un peu. Il s'est un peu jeté des fleurs, hein, de manière un peu. On a parlé entre nous. On avait trouvé ça un peu forcé, que c'était pas forcément le bon moment, mais bon, peu importe, il a fait beaucoup de choses pour Philadelphie, il n'y a pas de problème. Mais donc dans la lignée de ça, il y a eu un article qui est sorti de la part de Marcus Hayes où il y a une transition, on va dire, pour le moins maladroite, où il évoque le fait que Joel Embiid joue pour essayer de laisser un héritage à son fils, que son fils est nommé d'après le frère de Joel Embiid, qui est tragiquement décédé dans un accident de voiture lors de la saison rookie, lors de sa première année à Philadelphie, pour Joel Embiid. Et que derrière, la transition, c'est eh bien pour être grand, parce qu'il a dit qu'il aimerait être grand pour rendre hommage, enfin comment dire, pour laisser un bel héritage à son fils et quelque part indirectement rendre hommage à son frère, et ben il fallait se pointer au boulot et être présent sur le terrain. Donc transition maladroite. Joel Embiid n'a pas du tout aimé, et puis visiblement c'est pas la première fois que le journaliste en question se montre critique et en des termes qui plaisent pas à Embiid, et du coup ouais, il s'est interposé au moment où les joueurs et les journalistes, où les journalistes allaient entrer dans le vestiaire
des Sixers pour lui signifier sa façon de penser, clairement. Et il l'a poussé, il l'a bousculé. Il n'y a pas eu plus que ça, hein. Visiblement, ils ont été très rapidement séparés, mais ça montre quand même le degré de nervosité de Joel Embiid en ce moment et l'atmosphère un peu pesante autour de lui. Donc c'est regrettable. Et puis il y a eu des paroles assez fortes aussi dont on parlait tous les deux, qui auraient été prononcées par Embiid, où il a dit qu'il était prêt à assumer les conséquences de ses actes si le journaliste recommençait à parler de sa famille et de ses proches en ces termes-là. Ouais, c'est ça. J'ai même la phrase précise et il lui aurait dit, d'après ce qui est ressorti de l'intercation, la prochaine fois que tu mentionnes mon frère, mon regretté frère ou mon fils, tu verras ce que je vais te faire et je serai prêt à vivre avec les conséquences de mes actes. Donc c'est quand même des mots très forts. Euh, je trouve ça. Alors, bon, je suis pas là pour juger de la sensibilité des uns et des autres quand on mentionne des gens de leur famille, a fortiori des personnes qui ne sont plus là. Malgré tout, j'ai quand même été, moi, un peu effaré par cette altercation parce que. Bon, je comprends que encore une fois, hein, Joel Embiid a le droit d'être sensible sur ce sujet-là, mais c'est quand même. C'est-à-dire que tu as lu l'article, tu viens au match, tu croises le journaliste, il y a quand même, t'as quand même le temps de réfléchir un petit peu à ce que tu vas faire, de la manière dont tu vas aborder le sujet. Je trouve ça assez troublant quand même que ça ait pris cette tournure-là. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Pardon, les Sixers et la Ligue vont lancer une investigation pour voir quels sont les tenants, les aboutissants. Le journaliste, d'après ce qui est sorti, a proposé a offert ses excuses même à Joel Embiid qui manifestement voulait pas les entendre, c'est son droit aussi. Je trouve ça compliqué ce début de saison pour les Sixers, si on veut repartir un petit peu sur le sportif. Ils sont donc, attends, on regardait tout à l'heure le classement, je vous redonne quand même le classement des Sixers aujourd'hui, hein, qui était... Ils sont avant-dernier de l'Est. 14e, Ouais. 14e à l'Est, une victoire, 4 défaites. Ils n'ont toujours pas pu jouer avec ni Joel Embiid, ni Paul George qui devrait... Pardon. Paul George qui devrait revenir, lui, dans les tout prochains jours, même peut-être pour le prochain match. Ouais. Et je voudrais revenir sur la phrase que tu mentionnais tout à l'heure, Shai, là, de Joel Embiid, qui a beaucoup de mal à encaisser les critiques qui peuvent sortir au sujet de son manque de participation au match. Et donc, il a dit, je reprends sa phrase à laquelle tu faisais, que tu mentionnais tout à l'heure, j'ai trop fait de choses pour cette putain de ville pour qu'on me traite comme ça. Alors, il a mentionné le fait qu'il avait eu des fractures au niveau du visage. On se rappelle de Pascal Siakam en playoff qui lui a mis un coup de coude involontaire. Voilà, il avait joué avec un masque. Il dit qu'il a joué avec le doigt cassé, qu'il a joué avec tout un tas de blessures. Ce qui est vrai, ce que j'entends complètement. Mais quand j'entends la phrase « j'ai trop fait pour cette putain de ville pour qu'on me traite comme ça », j'ai un peu halluciné en voyant la phrase. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. D'un point de vue purement sportif, j'ai envie de dire, qu'est-ce que t'as... Enfin, si c'est ça que tu mets en avant, qu'est-ce que t'as apporté à la ville ? Qu'est-ce que l'équipe a fait avec toi pendant que t'étais sur le terrain ? Là, pour l'instant, c'est quand même décevant, en fait, pour un joueur de son statut, de son talent. Je pense que le fait d'avoir jamais été jusqu'en finale de conférence, c'est quand même, pour l'instant, plutôt un échec. Donc, il y a ce côté un petit peu... Donc, je comprends, hein, tu soulignes le fait que tu aies joué blessé, que tu aies joué en ayant mal. Mais si je veux être hyper terre-à-terre, est-ce que c'est pas ça ton job, en fait ? Est-ce que c'est pas ce que font la plupart des joueurs ? Est-ce que c'est pas ce que font la plupart des grands joueurs ? Je veux dire, c'est ce qui fait que ces athlètes-là sont payés autant, j'ai l'impression. Je sais pas si tu me trouves cynique quand je dis ça, Shai. Non, mais je comprends parce que j'ai eu la même réaction. Je me suis dit, bon, le truc, c'est que c'est pas la première fois au niveau des critiques. C'est-à-dire qu'il souffle un peu le chaud et le froid. Un coup, il va dire non, mais moi, j'adore ça, ça me motive, même quand mes propres supporters me sifflent, parce que c'est pas la première fois. Les fans des Sixers s'étaient un peu tournés contre lui à un moment. Il l'avait hué quand il avait du mal en playoff. Voilà. C'est qu'un jour, il va dire moi, ça me va, les critiques, je suis fait en titane, en gros, et le lendemain, j'ai pas mérité ça. Le seul truc, j'irai pas plus loin que ça parce que et même pour ce qu'il y a eu avec le journaliste, parce que on sait jamais ce que traversent les gens. Je sais pas ce que vit Embiid peut-être en ce moment précis, parce que c'est bizarre, ça avait commencé avec ce que tu viens de citer, puis derrière il y a l'embrouille avec le journaliste après l'article. Donc je sais pas ce qu'il est en train de traverser. Il a vécu des drames aussi. Il y a pas de
Donc voilà, je trouve, c'est sûr qu'il a plus de mal à gérer la critique et peut-être les aléas de ce que vivent les joueurs blessés comme lui et indisponibles que certaines autres stars. A priori, voilà, ça c'est indéniable. C'est quelque chose qui le perturbe et qu'il a du mal à encaisser pour l'instant. Alors là, il va vite avoir l'occasion de montrer que quand il est sur le terrain, c'est un des tout meilleurs joueurs de la planète. Parce que normalement, il va revenir très vite, il va pouvoir jouer avec Paul George, ils vont pouvoir mettre le projet en place. Là, je pense que c'est un tout. C'est-à-dire qu'il a peut-être des soucis à côté, j'en sais rien, mais ça a l'air. Et en plus, les Sixers font un démarrage assez cata avec une seule victoire et 4 défaites. Et bah, mine de rien, il y a de la pression parce qu'il a aussi re-signé un très gros contrat. Il y a toujours les questions autour de lui que tu évoquais. Il n'a toujours pas emmené son équipe en finale de conférence. Ça fait beaucoup de choses. Il y en a qui arrivent à mieux gérer que d'autres. Embiid, clairement, a un peu plus de mal, en tout cas en ce moment, à gérer tout ça. Ouais, et j'insiste bien, moi ça me choque pas qu'il n'ait pas encore joué s'il est pas Bien prêt. sûr. C'est pas moi qui vais dire aux athlètes s'ils devraient ou non jouer blessés ou en ayant mal. Moi je suis pas du tout dans ce discours-là. C'est juste vraiment la phrase là, j'ai trop fait pour cette ville Ah oui, bien pour qu'on sûr. me traite comme ça. Quand tu regardes l'historique de cette ville de Philadelphie, qui est fan de sport, qui est l'une des villes avec New York, je pense, dans laquelle la pression médiatique est la plus forte quand tes équipes sous-performent. Quand tu vois ce que d'autres joueurs des Sixers ont enduré, que ce soit Allen Iverson, Charles Barkley, la liste est très longue en fait des joueurs qui ont été la tête de proue de cette équipe, avec qui les fans ou les médias ont été très critiques. Tu découvres pas ça en fait, quoi. Et Ouais. c'est ça que j'ai trouvé vraiment maladroit en fait. Alors c'est peut-être juste, peut-être qu'il a mal formulé ce qu'il pensait, ou peut-être que voilà, il pense qu'effectivement c'est un quand à ce niveau-là, que tu joues dans cette ville depuis aussi longtemps et que tu as joué en étant blessé, bah, tu mérites plus de respect. Et ça, je le nie pas. Je peux comprendre que tu le dises. Mais je trouve que la phrase est vraiment maladroite, en fait. Et quelque part, pour aller au bout de la chose, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, finalement. Ce qui rend les grands joueurs très grands, c'est que tu vois, et même, regarde, prends un joueur comme Kobe Bryant, alors c'est l'extrême, ok? Mais finalement, quand tu regardes les choses que les gens vont pointer du doigt en premier, ça va être. C'est même pas forcément les titres en fait, c'est les circonstances dans lesquelles il a joué, les fois où il était blessé, où il avait mal, c'est même chose pour le flu game de Jordan qui reste Ouais. un des matchs les plus légendaires. Donc c'est pas, je dis pas que tout le monde peut être à ce niveau-là, je dis pas que c'est grave de pas être à ce niveau-là, mais je trouve ça vraiment maladroit en fait de quand t'es Joel Embiid, que tu joues pour les Sixers, que t'es à ce stade de ta carrière, je trouve ça maladroit de dire j'ai trop fait pour cette ville pour qu'on me traite comme ça. Pour moi, quand même, je suis désolé, ça va avec le job. Sinon, ces mecs-là seraient pas payés autant, en fait. Ouais, non, mais en plus, On paye pour l'excellence. il y a d'autres trucs. On va pas faire le procès de Joel Embiid maintenant, hein, mais si on revient dessus, il y a plein d'autres trucs aussi en termes de leadership qui n'ont pas été fantastiques. Moi, si j'ai été fan des Sixers, j'aurais eu un peu de mal à digérer tout ce qu'il y a eu autour de Ben Simmons aussi, notamment. Alors, Ben Simmons a ses propres torts, hein, et puis il a eu du mal à remettre sa carrière sur les bons rails, mais la façon dont moi, ça m'avait marqué, la façon dont Embiid il l'avait jeté sous les roues du bus en même temps que Doc Rivers et que le reste de la franchise, j'avais trouvé ça bon. Bref, je pensais à ça, je leur dis, on fait pas le procès de Joel Embiid, c'est un joueur fantastique qu'on préfère voir sur le terrain qu'en dehors en train de se prendre la tête avec des journalistes. Donc on va espérer pour les Sixers qui se mettent sur le droit chemin, que Paul George, qui va revenir normalement cette nuit, tu le disais, la nuit prochaine contre Phoenix, puisse jouer, que les deux ça clique, et puis que Philadelphie sorte de cette spirale un peu compliquée pour l'instant. Juste pour finir, parce que tu as parlé Ouais. de Ben Simmons et de la pression et ce que c'est de jouer à Philadelphie, je rappelle cette anecdote que j'avais trouvé complètement dingue, où tu as le journal télé local avec la météo, et en Ouais. gros, il y avait eu des inondations, je sais pas quoi, et ça se termine, le mec qui fait la météo dit oui, et puis pour finir, bah, quelques images de Ben Simmons en train de quitter Philadelphie, et là, tu vois une poubelle qui flotte, Ouais. t'es dans l'eau, qui est emmenée par une rivière. Donc bon, voilà, on sait que Philadelphie, c'est très particulier à ce niveau-là, quoi. Allez, pour terminer, du côté des Lakers, une autre information un petit peu inquiétante, ou du moins on va voir ce que ça va donner, mais c'est Jackson Hayes, qui avait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais qui avait fait l'objet d'une première instruction c'était en 2021, pour Ouais. une affaire de violence conjugale entre sa petite amie de l'époque et lui-même, et le dossier va être réouvert parce qu'il y a eu de nouveaux éléments qui ont été portés à ce dossier. Ouais, c'est ça, il y a une vidéo qui a été sortie par TMZ, qui est sans équivoque, hein, où tu le vois être violent avec la jeune femme en question, tu le vois revenir sur ses pas pour lui cracher la tête. Enfin, c'est des images désastreuses qui sont ajoutées au dossier qui permettent de rouvrir l'enquête. Il y a aussi ce que tu me disais que j'avais pas vu,
des accusations contre Hayes d'avoir plus ou moins tenté de négocier un arrangement financier avec l'un des policiers qui était présent sur les lieux. Enfin, c'est pas très très clair. Moi, je vais juste résumer ma pensée là-dessus de façon très claire, c'est que c'est déjà assez compliqué. Je sais que les gens disent parfois, oui, on peut pas se substituer à la justice, c'est vrai. Que dans le cas de Miles Bridges, il n'y a pas vraiment d'image, par exemple, hein, de lui en train de faire ces actes-là, mais il y a, il y a quand même souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, quand on a des images, faut même pas tenter de défendre quoi que ce soit. Faut dire, c'est limite bien qu'il y ait ça qui soit ajouté au dossier. Faut que le mec soit suspendu, qu'il joue plus. Voilà, là, je me substitue à la justice, mais au bout d'un moment, si la NBA veut être en adéquation avec les valeurs qu'elle déclare porter, tu peux pas juste dire bon bah on laisse la justice et puis machin, parce que s'il est dédouané derrière, il retrouve un job. C'est un mec qui certes joue pas énormément, mais qui peut être un modèle pour des jeux, pour des jeunes, pour des gens. C'est pas possible quoi. Au bout d'un moment, il faut être en adéquation avec les valeurs que la NBA veut porter, et puis tu peux pas avoir ça dans ta ligue, c'est pas possible. Là, je veux dire, les images, elles sont, y a rien de défendable en fait. Donc ouais, c'est déplorable, et j'espère que, personnellement, moi, j'espère qu'on le reverra pas sur un terrain. Je vais peut-être un peu loin, hein, mais pour moi, c'est pas possible, quoi. Bon, bah, de toute façon, on va voir. Là, effectivement, il y a donc une nouvelle plainte qui a été portée. La NBA a déclaré qu'elle allait réouvrir une investigation à ce sujet. Les Lakers ont aussi dit qu'ils allaient participer et voilà, tout simplement participer à l'investigation. Du côté du camp de Jackson Hayes, ses avocats et ses représentants ont également déclaré qu'ils étaient prêts à collaborer à l'enquête. Donc on verra ce que ça donnera du côté des Lakers. Effectivement, ce que je serais en tout cas étonné, je serais étonné qu'ils jouent en attendant qu'il y ait Ouais. les résultats de l'enquête. On va voir ce que ça donnera. Ouais. Ah non, c'est pas possible d'avoir une publicité. Enfin, les Lakers qui sont en plus très, très, très médiatiques. Parce qu'à l'époque, ça avait fait moins de bruit parce qu'ils jouaient pour les Pelicans, je pense. Pelicans, oui. Bon, et en plus, il n'y avait pas d'image du truc. Là, les images, elles tournent depuis tout le week-end. Je pense que les Lakers peuvent très bien se passer de cette publicité-là, alors que c'est une des franchises les plus médiatiques qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Voilà pour les éléments marquants du week-end. Nous, on se retrouve cet après-midi pour un podcast avec Shai. D'ici là, on vous souhaite de passer une bonne journée et à tout à l'heure. Ciao à tous. Ciao.